Salut tout le monde! Aujourd'hui, on change un peu de cadre parce que je vous emmène avec moi dans une vidéo particulière. Elle va être assez longue, donc je me suis mise confortable. Je vous invite à vous mettre confortable vous aussi, puisqu'on va plonger dans l'univers de la romantaisie. Pour préparer cette vidéo, j'ai fait un point sur toutes les lectures en romantaisie que j'ai pu faire ces 4 dernières années et j'ai été assez affolée puisque le nombre est assez élevé. Je me suis rendu compte que j'avais lu plus d'une 60aine de bouquins de romantaisie. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, romantaisie c'est la contraction entre romance et fantasy. C'est un terme qui a eu pas mal de succès ces dernières années sur BookTok et sur Bookstagram. C'est un genre qui existe depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il commence à avoir énormément de succès grâce aux réseaux sociaux et aux lectrices notamment, puisque c'est un genre qu'un public majoritairement féminin, ce qui lui amène son lot de détracteurs. Je ne vais pas vous refaire une thèse sur la sociologie de la romance, sur la sociologie des lectrices de romance, sur pourquoi on a beaucoup de misogynie aussi, et beaucoup de snobisme et beaucoup d'élitisme qui contrarie un peu ce genre très très populaire. Moi, l'idée dans cette vidéo, c'est surtout de vous parler de romantaisie, de ce que j'ai lu, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a pas plu, et peut-être vous permettre d'être guidé dans ce genre qui peut faire peur à première vue, et qui est assez particulier, donc on sait jamais dans quoi trop se lancer. Voilà. Peut-être qu'avec cette vidéo, il y aura la possibilité pour vous de choper quelques titres qui vous intéressent, et pourquoi pas d'essayer. Je vais faire un premier disclaimer. La première chose, je vais parler de lecture, parfois avec des termes assez durs. C'est pas parce que je parle mal de ces lectures que je méprise les personnes qui ont aimé ce livre. Si vous avez aimé votre lecture, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon avis, c'est complètement ok. Ça veut pas dire que je vous attaque en tant que personne, ça veut pas dire que j'attaque l'autrice ou l'auteur, en général c'est des autrices, même si parfois ça mériterait, on reviendra là-dessus. Mais voilà, il faut pas le prendre d'une manière personnelle. C'est mon avis, n'engage que moi, c'est ma manière d'analyser les choses. Si c'est pas ce que vous avez retiré de votre lecture, c'est complètement ok. Et peut-être que moi j'ai adoré des titres que vous avez trouvé horribles. Voilà, donc on peut en discuter en commentaire. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, faut pas hésiter à ce qu'on en discute, mais gardez à l'esprit que je vous attaque pas. Si je critique un livre, je critique le livre. Deuxième point, je vais séparer les recommandations entre le young adulte et le reste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une majeure différence entre le young adulte et les romances fantasy adultes. C'est notamment en ce qui concerne les scènes de sexe. Dans le young adulte, elles sont souvent très peu décrites, ou en tout cas elles sont enjolivées dans le sens où c'est un peu le fondu au noir. On sait qu'ils finissent au lit, mais il n'y a pas trop de détails, ou alors c'est très subtil. Alors que dans la romance adulte, on peut avoir des scènes beaucoup plus graphiques et beaucoup plus détaillées, et c'est pas forcément d'ailleurs toujours une réussite. J'essaierai de vous indiquer quand il y a vraiment beaucoup de scènes de ce genre. Quasiment toutes les romantaisies contiennent au moins une scène de sexe. Il y en a certaines qui en contiennent beaucoup plus et qui pourraient peut-être plutôt se ranger dans la catégorie littérature érotique, pour ne pas dire autre chose, même si vous doutez que parfois j'aimerais bien dire le mot qui commence par po et qui finit par no. Mais du coup voilà, donc j'essaierai de vous indiquer un peu le niveau quand j'y penserai, sachant que c'est pas une science exacte non plus, ça se base sur mes souvenirs, et je peux avoir oublié certaines choses, et c'est surtout, ça dépend aussi parfois de la sensibilité de chacun. Enfin, peut-être que moi, une scène que j'estime ok me marque pas forcément, peut-être qu'elle va marquer quelqu'un d'autre qui a pas l'habitude de passer dessus. Donc ça, c'est aussi un peu la responsabilité entre guillemets de chacun et de chacune. Si le titre vous intéresse, mais que vous avez peur de tomber sur ce genre de scène, n'hésitez pas à aller creuser un peu plus sur les sites, notamment comme The Storygraph ou Fable, qui est une application qui est assez sympa aussi. Ça vous permet d'avoir un peu plus, une vision un peu plus de ce que peuvent contenir ces bouquins. Pareil pour les trigger warnings et les content warnings, je vais pas tellement faire de liste parce que sinon la vidéo elle durerait 3 heures et c'est pas le but. Donc là aussi c'est la responsabilité de chacun et de chacune de vérifier si vous le pouvez, ces contenus
pour savoir si ça vous correspond ou pas. La majorité de mes lectures sont assez sombres, je suis pas trop dans la romantasy cosy, j'aime plutôt j'aime bien la dark fantasy en fait, donc évidemment c'est un univers qui va m'attirer un peu plus, même en romantasy, mais j'essaierai quand même de vous dire s'il y a vraiment des titres qui sont très très durs et auxquels il faut faire attention. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah si, une dernière chose, on va être majoritairement sur de la romance hétéro parce que c'est ce qui a le plus de succès. J'ai quelques titres quand même en romance lesbienne, donc je vous le dirai quand c'est le cas, histoire que ça puisse vous parler un peu plus si c'est ce que vous recherchez. Je ne lis quasiment pas de romance gay, déjà parce que c'est pas... Enfin, je suis pas tout à fait la cible, on va dire, et en plus, mais ça je pense que Bookstagram n'est pas prêt à l'entendre, peut-être que Booktube le sera un peu plus, mais la plupart des romances gays aujourd'hui sont écrites par des autrices hétéros, et ça pose un énorme souci en termes de fétichisme et en termes de représentation, et c'est pas quelque chose à laquelle j'ai envie de souscrire, donc voilà, la romance gay c'est pas trop mon truc, il n'y en aura pas dans cette sélection, ça c'est sûr, mais si jamais vous avez des titres, des recommandations, franchement n'hésitez pas dans les commentaires, je suis complètement ouverte à toute recommandation à ce niveau-là, faut vraiment pas hésiter. Je vais pouvoir vous montrer le format que j'ai choisi, et en fait le format que j'ai choisi c'est la tier list. Donc la tier list c'est ce qui permet de classer en fait, de classer ce que vous voulez. Ça peut être des images, ça peut être des titres, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est pas mal à la mode sur beaucoup de contenus différents, et donc je me suis lancée là-dessus. Donc je vous mets mon template, celui que j'ai créé avec le site Tiermaker. Du coup c'est un site qui permet de faire un template personnalisé, et du coup j'ai créé le mien avec 6 catégories. La première c'est parfait ou presque, la deuxième c'est très bien, ensuite on a moyen, nul, archi nul voire dangereux, et enfin abandon. Certaines personnes considèrent qu'un livre qu'on abandonne ne peut pas être un livre critiqué, et je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je fais la distinction en tout cas entre un livre que j'ai abandonné parce que j'arrive pas à me mettre dedans, parce que j'ai pas la tête à ça, auquel cas c'est pas le livre qui est incriminé, c'est moi, et dans ces cas-là, effectivement, je le mets de côté, je le reprendrai plus tard. Et des livres que j'abandonne pour des raisons intrinsèques au livre, donc c'est-à-dire l'intrigue, l'écriture, les thèmes abordés, enfin voilà, tout ce qui peut faire que la lecture ne m'est pas agréable et ne me sera pas agréable si je la poursuis, donc je préfère abandonner. Et ça pour moi c'est des livres qui peuvent être soumis à la critique, parce que du coup il y a vraiment une raison pour leur abandon, et donc j'ai décidé d'intégrer cette catégorie-là, puisqu'il y aura des livres dans ma sélection que j'ai abandonnés, et donc je voudrais en parler avec vous, parce que ça me semble important et intéressant aussi de notifier ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir enfin se lancer, et du coup je vous retrouve tout de suite. Du coup, voici la catégorie Young Adult. Donc on a une vingtaine de titres, un peu plus je crois, et dont 2 ou 3 séries, je ne sais plus. Peut-être un peu plus. Et du coup, donc on va voir ça ensemble. Le premier titre dont on va parler, c'est Heartless Hunter de Kirsten... je vais pas réussir à prononcer son nom. Celui-là, je vais le mettre dans moyen. Je vais le mettre dans moyen, mais j'ai des explications. Du coup, l'histoire, il s'agit de Rune, qui est une jeune fille de la haute société, qui est très superficielle, qui s'intéresse beaucoup à la mode, qui a pas beaucoup de profondeur dans ses discussions, on va dire. Et en fait, Rune, elle a un secret, c'est que la nuit, elle se transforme en The Crimson Moth, qui est en fait une justicière masquée qui va sauver les sorcières, puisque les sorcières sont traquées et jugées, tuées, etc. Et Rune, en fait, est une sorcière. Et ça, elle le cache à tout le monde, et du coup, elle joue un peu cette vie, ce double jeu, dans lequel qui lui permet du coup de sauver des sorcières la nuit et d'être complètement hors de tout soupçon le jour. Sauf qu'un jour, une de ses missions se passe assez mal, et elle va avoir un seul but, c'est de se rapprocher de Gaidon, qui est un chasseur de sorcières. Et du coup, elle se rapproche de lui parce qu'elle pense qu'elle peut obtenir des informations. Et Gaidon, lui, il accepte de ce rapprochement parce qu'il a aussi quelque chose qu'il aimerait retirer de Rune. Et donc c'est un peu un jeu du chat et de la souris, c'est plutôt bien fait.
Mais j'avoue que c'était pas, pour moi, c'était pas un coup de cœur. La lecture était pas... J'avais un peu de mal, mais ce qui a vraiment remonté le niveau de ce roman, c'est sa fin. Et la fin a tellement remonté le niveau que j'ai hésité à le mettre dans Très bien. Parce que c'est vraiment... ça ouvre en fait sur un deuxième tome qui est sorti il y a pas très longtemps, qu'il faudrait que je lise d'ailleurs. Et si le deuxième tome est au niveau de la fin de ce premier tome, je pense que ça peut être une très bonne série. Donc pour l'instant, il va rester dans la catégorie des moyens, parce que je sais que je l'ai noté que 3 étoiles sur Goodreads, mais il pourrait basculer dans le très bien. Dans tous les cas, ça reste une plutôt bonne production. Vous savez quoi, je vais vous le mettre dans le très bien, comme ça, si vous voulez faire un screenshot à la fin, ce sera plus simple de savoir que ça, je le recommande. C'est pas merveilleux, c'est pas parfait, mais ça a du potentiel et je pense que ça vaut le coup. Ensuite, on va partir sur Malice. Malice, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant que je vais mettre dans moyen et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, on est dans un univers où on a la princesse Aurore, qui est une princesse dont la lignée subit une malédiction, qui est en fait de mourir à son 18e anniversaire, je crois, si elle n'a pas eu de baiser de véritable amour. Et du coup, donc, la princesse Aurore roule des palos à tous les princes de l'univers pour essayer justement de trouver ce baiser d'amour véritable pour pouvoir enrayer la malédiction. Et elle va croiser le chemin de Alice, qui est une sorcière qui est crainte et rejetée. Les nobles utilisent ses pouvoirs, mais en même temps, ils veulent rien avoir à faire avec elle. Parce qu'en fait, c'est l'aïeul d'Alice qui a jeté la malédiction sur la lignée de la princesse Aurore. Et en fait, du coup, ces deux jeunes femmes se rencontrent et il y a une amitié improbable qui est en train de se nouer, voire plus. Donc ça fait partie de la caution lesbienne de cette sélection. Et c'était... Au début, j'aimais beaucoup, je trouvais ça très original. J'aimais bien aussi qu'on ait une anti-héroïne, une jeune femme qui est pas très belle, qui est pas très gâtée par la nature, qui pourtant réussit à trouver une amitié et des sentiments sincères chez une autre personne grâce à sa personnalité. Je trouve que c'est un message qui est assez joli. Et en fait, j'ai pas trop aimé la fin. Ça m'a un peu moins plu. Ça m'a pas tellement donné envie de prendre le tome 2. C'est un roman qui est assez vieux, assez vieux, je crois qu'il est sorti début des années 2010, donc il a quand même, ça fait un moment qu'il est sur le marché, mais et il a eu un joli succès, mais c'est vrai que voilà, le deuxième tome me donnait pas forcément envie, donc je me suis arrêtée là, mais ça reste une bonne lecture, un bon divertissement en tout cas. Ensuite, on va partir sur The Bone Season de Samantha Shannon. C'est la même autrice qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger. Donc malheureusement, c'est pas une lecture qui m'avait convaincue, Le Prieuré de l'Oranger. Je l'avais trouvée assez moyenne. Et The Bone Season, je l'ai carrément trouvé archi nul. Pas dangereux, mais archi nul. J'ai relu le résumé avant de faire cette vidéo pour essayer de vous le présenter. J'ai même pas compris le résumé. J'ai l'impression que le résumé ne raconte pas du tout l'histoire que moi j'ai lue. Après, on m'a dit que ça avait été réécrit. Et moi, a priori, j'ai lu la première version. En tout cas, j'espère, parce que... mais dans mes souvenirs, c'est vraiment pas... Il n'y a rien qui va, l'intrigue est brouillamini au possible, l'univers est incohérent, les relations entre personnages sont inconsistantes. Je me souviens pas de ce qui se passe, mais je me souviens que tout ça m'avait paru être un flou énorme avec... c'était un acte manqué pour moi, et du coup, donc, je vous le mets dans les archi nuls. Je pense pas que je me relancerai, parce qu'en plus, il y a 12 millions de tomes, et c'est vraiment plus mon truc, les séries à rallonge. Déjà, quand je vois une trilogie, ça m'énerve. Du coup, voilà. Mais du coup, donc, The Bone Season, moi, c'était absolument pas mon truc. Il a son public, tant mieux pour lui, mais j'en fais pas partie. On passe ensuite à Vania et le loup de Margaret Owens. Celui-là, je vais le mettre dans Très bien.
j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire d'usurpation d'identité. Dit comme ça, on se dit ouais, mais en fait, c'est en fait une princesse qui se fait voler la vedette par sa servante. Du coup, pendant plusieurs mois, elles échangent leur rôle. Donc la princesse n'était pas consentante de ce changement de rôle. Et finalement, le pot aux roses est découvert. Et du coup, bon, voilà, il va y avoir plein de rebondissements qui vont suivre à la suite de ça. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a un personnage principal qui est ce qu'on appelle morally grey. C'est vraiment, voilà, elle est ni toute blanche ni toute noire. Elle fait des bêtises et elle les assume. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant, surtout dans le young adulte, c'est pas toujours le cas. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a une représentation du spectre asexuel, donc avec notamment des personnages qui sont demisexuels. Donc demisexuel, on aime le terme ou on l'aime pas, mais en gros c'est des personnes qui n'arrivent pas à avoir de relations physiques tant qu'ils n'ont pas une connexion émotionnelle avec l'autre, et du coup ça c'est assez rare aussi, donc ça mérite d'être mentionné. En plus j'avais bien aimé la plume, je vous avoue que le début était très confus pour moi, j'avais eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que j'avais dépassé un certain seuil, ça avait été tout seul et ça avait été vraiment très chouette. Donc, je vous le conseille. Ensuite, alors là, montagnes russes. Les montagnes russes, voilà, je cherchais le terme. C'est Once Upon a Broken Heart de Stephanie Graber. Et du coup, c'est une trilogie. J'ai lu le premier, je l'ai trouvé moyen. C'était pas... L'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle... J'ai perdu son nom. Une jeune fille qui croit en l'amour vrai, les fins de contes de fées, elle y croit dur comme fer. C'est une optimiste comme pas permis, jusqu'au jour où le mec dont elle est amoureuse se marie avec une autre. Et le cœur brisé, elle décide de faire appel au prince des cœurs, qui est en fait une figure un peu mythologique qui est connue pour être assez machiavélique. Et en fait, elle fait appel à lui en disant elle a besoin de son aide, et du coup, le prince accepte de l'aider si elle accepte de lui offrir 3 baisers. Et en fait, des baisers qu'il peut demander à n'importe quel moment. Et elle décide d'accepter, et c'est là en fait que leurs destins vont se lier. Et du coup, dans ce premier tome, je l'ai trouvé assez convenu. Ça cassait pas 3 pattes à un canard laqué, c'était pas non plus... Voilà, c'était pas... Je trouvais que c'était bien, mais sans plus. Enfin, j'ai quand même été voir la suite par curiosité, et j'ai beaucoup aimé la suite. Le deuxième tome, je l'ai vraiment adoré. Ça explore une toute autre facette de la relation de ces deux personnages, quelque chose de plus profond, de plus mature, et j'avais bien aimé. C'est la partie que j'avais préférée, et du coup, j'ai attendu le 3e tome avec beaucoup d'impatience. Et le 3e tome s'est révélé nul. Quand je vous dis que c'est les montagnes russes, le 3e tome s'est révélé nul parce que déjà le 2e tome se termine sur un cliffhanger qui est illégal. Et ensuite on arrive sur ce 3e tome qui ne transforme pas l'essai. J'ai trouvé que c'était bâclé, j'ai trouvé que c'était vraiment... comme si l'autrice en avait eu marre et avait eu hâte de terminer ce roman, et du coup avait balancé tout ce qu'elle avait pu balancer. Pour moi, il y avait des choses qui trouvaient pas leur fin en fait. Bref, j'ai été très déçue, donc voilà, il finit dans la catégorie des nuls. Ensuite, on a Caraval de Stephanie Graber, toujours. En fait, j'ai découvert que du coup, Stephanie Graber avait écrit Once Upon a Broken Heart après la série Caraval. Et comme j'attendais avec impatience ce 3e tome, je m'étais dit, je vais lire d'autres de ses œuvres en attendant, histoire de me faire patienter. Du coup, j'ai lu Caraval, que j'ai trouvé très nul. Caraval, c'est l'histoire de 2 sœurs qui vont participer à une performance qui a lieu une fois par an, qui s'appelle Caraval, et du coup il faut y être invité. C'est dans un lieu à chaque fois différent, et en fait c'est un lieu très magique, puisque Caraval fait beaucoup la part à la magie, à la performance artistique, et surtout fait participer en fait les invités à cette performance. C'est vraiment un grand jeu de dupes en fait. Et du coup, donc, les 2 sœurs arrivent sur les lieux du Caraval, et l'une des sœurs se fait enlever et devient en fait le prix du jeu. C'est-à-dire que le but de tous les participants, c'est de trouver la sœur pour pouvoir gagner le jeu.
Et du coup, celle qui reste, elle est un peu en mode ma sœur quoi. je voudrais ma sœur. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas si elle va bien, je sais pas ce qui se passe. Donc elle va se lancer dans cette enquête. Et il y avait de très bonnes idées. Il y a une idée un peu de conte de fées qui est plutôt chouette, mais vraiment les rebondissements sont pas terribles, l'intrigue est bof, les relations sont... L'écriture est pas géniale, enfin, l'idée aurait pu être sympa, mais l'exécution pêche, donc voilà, donc je le mets dans les nuls. Ensuite, on a La Nuit des Reines d'Alex Bell, celui-là il va dans archi nul. C'est l'histoire de June, je crois que c'est June son nom, ou Jude, je ne sais plus. C'est une musicienne à la Nouvelle-Orléans, et du coup la Nouvelle-Orléans est une ville teintée de magie. Et en fait, chaque année, il y a l'élection d'une reine qui est bénie par les dieux et qui du coup a énormément de pouvoir. Et donc chaque année, dans cette élection, ça fait 50 ans en tout cas qu'une femme qui s'appelle Ivory remporte cette élection. Et sauf que l'année en question, Ivory est retrouvée assassinée avant la Nuit des Reines. Et donc, son esprit va prendre possession de celui de Jude pour pouvoir réclamer sa vengeance. Et j'ai pas du tout aimé parce que pour moi, ça pue l'appropriation culturelle. On parle beaucoup de magie oudou, de tout ce qui est un peu l'esprit un peu cajun autour de la Nouvelle-Orléans, etc. Ça m'a vraiment beaucoup gênée. J'ai trouvé en plus l'intrigue pas terrible, l'écriture était bof. Enfin bref, il n'y avait rien qui allait et du coup, pour moi, il rentre dans la catégorie archi nul. Ensuite, on va aller vers ma chouchoute de la sélection, c'est Margaret Rogerson. C'est une autrice que j'ai rencontrée à Westurland et vraiment adorable. Et en fait, je l'ai découverte avec Sorcery of Thorns, qui est un de mes coups de cœur. Donc celui-là, il va aller direct dans la catégorie parfait. C'est un de mes coups de cœur. C'est l'histoire d'Elisabeth qui en fait a grandi dans une bibliothèque. Et dans son monde, les bibliothèques sont en fait des endroits où on range les grimoires. Les grimoires étant des livres pleins de magie et qui ont un peu une âme propre. Et en fait, ces grimoires sont utilisés par des sorciers pour récupérer justement la magie qu'ils fournissent. Et Elisabeth, son but, alors elle déteste les sorciers, et son but c'est de devenir gardienne de la bibliothèque pour protéger justement ces grimoires. Sauf qu'un jour, il se passe un truc de ouf, et il y a un des plus puissants grimoires qui réussit à s'échapper de l'enceinte de la bibliothèque. Et en fait, Elisabeth étant sur les lieux, elle est accusée à tort. Et on décide de l'envoyer au tribunal dans la ville. Et du coup, elle est escortée par un sorcier qui s'appelle Nathaniel. Et en fait, au cours de son voyage, elle va se rendre compte que elle veut prouver qu'elle est innocente. Et elle va se rendre compte qu'il y a un peu plus que ça derrière l'échappée de ce grimoire. Et j'ai tout aimé dans ce livre. L'univers, la plume de Margaret Rogerson qui prouve à quel point on peut écrire du jeunesse sans être simpliste, sans être trop enfantin. C'est vraiment, j'ai tout aimé. Les personnages sont très chouettes, leur relation est cool, l'univers est vraiment impressionnant. Enfin, moi, ça avait été un énorme coup de cœur. Et du coup, après l'avoir découverte avec Sorcery of Thorns, je me suis penchée sur son premier roman qui s'appelle An Enchantment of Ravens. Et là, je pense que je suis pas très objective. Moi, je le mets dans mes très bien. C'est l'histoire d'une jeune femme humaine qui, en fait, vit au milieu des fées. Et les fées, dans ce monde-là, ne peuvent pas créer. C'est impossible pour elles de créer. Si elles créent, elles meurent. Et du coup, il n'y a que les humains qui peuvent créer des choses. Et Isobel, qui est l'héroïne de ce roman, est une peintre, et du coup, peintresse même. Et du coup, elle est souvent commissionnée pour faire des portraits, jusqu'au jour où elle fait le portrait du prince, et le prince n'aime pas du tout le résultat. Et du coup, il va l'emmener avec elle pour la juger pour un procès, en fait. Et il va se passer plein de choses pendant leur voyage. Je pense que c'est un peu convenu, ça a les défauts d'un premier roman,
Mais il y a aussi beaucoup de choses très positives. Déjà, c'est maîtrisé. Les personnages sont vraiment adorables. Isobel est une jeune femme qui a confiance en elle et en ses capacités, mais sans être pédante ou sans être toute puissante. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on en manque un peu en young adulte en tout cas. Et j'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et elle a aussi écrit, Margaret Road Johnson, je veux dire, a aussi écrit un 3e livre qui s'appelle Vespertine, qui se passe dans un couvent. Je ne l'ai pas mis dans cette sélection parce qu'il ne s'agit pas d'une romantaisie, mais je le conseille aussi. Les 3 romans ont été traduits en français chez Big Bang. Et voilà, je vous les conseille parce que c'est vraiment du bon young adulte pour le coup. Ça fait rêver, c'est mignon, c'est bien pensé et c'est une autrice que je vais suivre. J'ai hâte de voir si elle reprendra la plume parce que j'ai vraiment aimé ce qu'elle avait à nous proposer. Ensuite, on va partir sur Cinder. Ça, je pense que je suis la seule à pas le connaître. Je l'ai lu très très tardivement. Je pense que je l'aurais adoré quand j'étais ado. C'est une réécriture de Cendrillon, version cyborg. Donc bon, si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est le genre de truc qui me parle. Et j'ai trouvé ça très chouette. J'avais vraiment trouvé ça très bien. Donc je sais que c'est le premier d'une série et l'autrice a développé tout un univers autour de ça. Moi j'avais beaucoup aimé. Donc je le mets dans les très bien. Ensuite on a La chasseuse et l'alchimiste. Alors lui c'est pareil, il va dans les parfaits. Par Alison Saft. L'idée, alors dans ce roman on a une créature légendaire qui apparaît et du coup on va lancer une grande chasse et on a l'héroïne qui j'ai perdu son nom, mais l'héroïne principale qui du coup vit seule et qui pense que si elle arrive à choper cette créature, elle pourra faire revenir sa mère qui est partie en vadrouille. Et le problème, c'est que pour lancer la chasse, il faut qu'elle soit en duo avec un alchimiste ou une alchimiste. Et arrive sur ces entrefaits le jeune Wes qui comptait demander un apprentissage en alchimie à la mère de l'héroïne. Et du coup, ils vont finir par s'allier. Et ils sont très très différents. Mais il y a des choses qui les rapprochent inexorablement. Et c'est vraiment... Alors c'est un rythme très lent par rapport à beaucoup de young adultes où en général c'est plein d'actions et ça bouge tout le temps. Là c'est un rythme qui est beaucoup plus lent, c'est une très belle manière d'évoquer la différence, le racisme, la discrimination. C'est vraiment un très très bon roman, un très bon young adult. Il est en un seul tome, il n'y a pas de suite. Et je sais qu'Alison Saft en a écrit d'autres et franchement ça m'intéresse de lire ses autres écrits parce que j'ai trouvé celui-là d'une intelligence rare. Donc voilà, ça c'est pareil, je recommande les yeux fermés. Ensuite on va avoir Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust, j'espère que je le prononce pas mal. Celui-là je vais le mettre dans les moyens. Pourtant l'idée me plaisait beaucoup. Il s'agit de Soraya qui est une princesse dont le toucher est mortel et du coup elle est recluse depuis des années et des années dans son palais. L'univers est d'inspiration perse et le jour du mariage de son frère jumeau approche et donc il faut qu'elle décide un peu ce qu'elle va faire de sa vie. Et elle attire en plus le regard d'un mec qui a l'air de pas du tout être repoussé par le fait qu'elle soit empoisonnée. Et donc elle va se laisser embarquer un peu dans une aventure avec beaucoup de faux semblants, beaucoup de rebondissements. Et du coup, ça fait partie de la caution LGBT de la sélection. Et j'aurais aimé adorer ce roman, mais en fait pour moi il a pas fonctionné. J'ai eu un peu de mal avec et du coup ça l'a pas fait. Mais les prémices étaient cool, donc ça arrive, c'est comme ça. Après on a Cryer's War. Celui-là je vais le mettre dans... Je me souviens plus ce que j'en avais pensé. Je vais le mettre dans moyen parce que je me souviens plus ce que j'en ai pensé. Ah je lui avais peut-être mis 4 étoiles. Dans Cryer's War, alors les automates ont été créés par des humains et les automates ont décidé de prendre le contrôle. Ça vous rappelle rien? Du coup, donc c'est un peu l'idée de l'intelligence artificielle qui vient supplanter l'humanité, mais dans un monde un peu plus steampunk.
Et du coup, donc, les automates ont réduit les êtres humains en servitude. Et on va suivre Ayla, je crois que c'est son nom, qui est une jeune humaine qui cherche vengeance. Et en fait, sa vengeance, ce serait de tuer la fille du souverain, qui s'appelle Lady Crier. Et en fait, Lady Crier, c'est vraiment l'exemple de la perfection. Elle a été construite pour être parfaite et pour prendre la suite de son père. Et quand l'histoire commence, elle est promise à un comte ou bref, à quelqu'un de la noblesse, et elle se rend compte qu'il y a des petites choses qui vont pas entre ce qu'on lui a dit et ce qu'il se passe. Voilà, ça passe pas très bien. Et donc en fait, elle change aussi pas mal d'avis grâce à Ayla. Et du coup, voilà, il y a quelque chose qui se noue un peu entre les deux. C'est le premier tome d'une série. J'ai pas lu la suite parce que je suis pas forcément dans le mood, mais c'était pas si mal, hein. J'avais bien aimé. Je le mets dans moyen. Et c'est aussi donc la caution LGBT. C'était à l'époque béni où les maisons d'édition pensaient que c'était cool de faire de l'inclusivité, donc on en avait un peu plus. Ensuite, on va avoir Dance of Thieves de Mary E. Pearson. Alors elle a écrit une série que j'ai pas lue, mais dont est tiré, je crois que Dance of Thieves est un spin-off, mais il n'y a pas besoin de connaître le reste pour apprécier. Là, on a un jeune homme qui prend la tête d'un groupe de hors-la-loi, et une jeune femme qui est envoyée par la reine du royaume voisin, je crois, pour espionner en fait, et pour surtout ramener des preuves que le jeune homme brise les règles qui ont été mises en place par les États. Bref, c'est... Le premier tome est pas ouf, enfin, il est sympa mais sans plus, mais j'ai beaucoup aimé le deuxième tome. Et du coup, c'est pour ça que je suis toujours un peu partie... Enfin, c'est toujours bizarre en fait de se dire j'ai pas trop aimé le premier tome, mais le deuxième était vraiment génial. En général, c'est l'inverse aussi, donc c'est ça qui est drôle. Et en fait, du coup, donc là, ouais, dans le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça sortait un peu du cadre. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, le rythme est très lent, mais j'avais bien aimé cette série. Et ensuite, on embarque avec une autre série qui s'appelle... Bojaya. Et du coup, donc, on embarque avec une autre série qui s'appelle The Prison Healer de Lynette Noni. Lui, j'avais vraiment beaucoup aimé. On suit Kiva. On suit Kiva, qui est une jeune femme qui a grandi dans une prison-état. Et en fait, elle est devenue guérisseuse dans cette prison. Et un jour, la reine des rebelles a été capturée et arrive à la prison où Kiva est. Et en fait, pour ces crimes, la reine doit absolument subir un procès en 4 étapes qui se base chacun sur les 4 éléments. Et en fait, le truc, c'est que la famille de Kiva lui fait parvenir un courrier en lui disant qu'il faut qu'elle sauve absolument la reine rebelle. Et donc Kiva va décider de prendre sa place. Elle voit bien que la reine ne pourra jamais survivre au procès parce qu'ils sont connus pour être mortels à 100%. Du coup, elle décide de prendre la place de cette reine, et elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider, des alliés inattendus. Et en fait, j'ai vraiment trouvé que c'était très chouette, c'était bien écrit, c'était prenant. L'action est là, enfin, l'univers est assez intéressant et intriguant. Et surtout, il y a un plot twist à la fin que moi, j'avais pas vu venir. Et ça, sans vouloir me vanter, c'est assez rare. Et du coup, ça m'a... J'étais waouh, génial. Du coup, j'ai vite été sur le tome 2 qui s'appelle The Gilded Cage. Gilded Cage. Qui du coup lui est tombé à 2 étoiles. Il était vraiment très nul. Il était nul parce que on arrive sur un... Enfin, l'héroïne qui était si bien dans le tome 1 devient vraiment... Ça devient poussif dans le tome 2.
voilà, il y avait plein de trucs qui m'allaient pas, ça avait perdu tout le charme de ce que j'avais aimé dans le premier tome. Et en fait, par curiosité, j'ai été lire les résumés du tome 3 et je pense que j'ai bien fait de pas lire le tome 3 parce que j'aurais été vraiment très énervée. Je vais pas vous spoiler, mais c'est quelque chose qui m'aurait vraiment pas plu à la lecture, donc je suis très contente de pas l'avoir faite. Mais voilà, du coup, le tome 2 était vraiment, pour le coup, très très nul. Et c'est là que j'ai arrêté la série. Là, on arrive à... ça, c'est pareil, ça a été un voyage. Le Prince Cruel. Le Prince Cruel d'Holly Black. C'est l'histoire de Jude. Elles ont toutes un peu les mêmes noms, je suis en train de me rendre compte. C'est l'histoire de Jude, qui est en fait une jeune femme qui a été kidnappée par l'assassin de son père et ramenée dans le royaume des fées, où elle grandit avec sa sœur, je sais plus si c'est sa sœur jumelle ou sa sœur tout court, mais en tout cas elle grandit avec sa sœur dans ce royaume qui déteste les humains, et elle doit faire attention puisque tout est empoisonné pour elle. Il y a la nourriture qu'elle ne peut pas manger, il y a des gens qui lui veulent du mal, et elle est déterminée à sauver sa peau et surtout gagner sa place à la cour des fées, puisque c'est là qu'elle a grandi et qu'elle a envie de prendre un peu sa revanche sur la vie. Et du coup, elle doit faire face au prince Cardan, qui est du coup un de ses harceleurs à l'école, on va dire ça comme ça. En tout cas, un de ses plus gros détracteurs. Et du coup, il y a toute cette histoire avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent. Ça se déroule en 3 tomes. Et je me souviens que quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'était assez entraînant. Mais bon, j'avais des choses à redire. C'était un peu toxique. Le fait d'être de pardonner un peu à son harceleur, c'était quelque chose qui me plaisait pas des masses. Et du coup, donc voilà, il y avait plein de petites choses. J'étais, bon, c'est bien, mais sans plus. Mais en fait, j'ai enchaîné mes lectures, et à la fin du tome 2, je voulais absolument avoir le tome 3 au point où je l'ai lu à l'époque en anglais. Donc les 2 premiers, je les avais lus en français, et le dernier, j'avais été le lire en anglais parce que je ne pouvais pas attendre. Et je me suis retrouvée à les relire quelques mois plus tard. Et en fait, quand j'ai une pote qui les a relus, elle aussi, enfin qui les a découverts elle aussi un moment plus tard, mais en audio, et qui en discutait avec moi, elle me faisait des petits live tweets. Du coup, on en discutait ensemble, et en fait, ça m'a fait me rendre compte que c'était un roman, enfin c'était une trilogie que j'avais vraiment aimée, que j'en garde de très bons souvenirs. C'était vraiment du young adulte très efficace. Et du coup, donc cette série, je pense que je suis pas très objective, mais je vais la mettre dans très bien. Le 3e tome est un peu particulier, il y a un rebondissement, je vous avoue, quand je l'ai lu, j'étais ok, why not? Et en fait, mais bon, j'ai vraiment apprécié la trilogie, donc allez, je les mets tous dans très bien. Et pour le coup, j'ai la trilogie dans sa version anglaise dans ma bibliothèque, et j'en suis très contente. On arrive bientôt à la fin, après on pourra passer aux adultes, et c'est déjà très long ce que j'ai fait, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide côté adulte. Le titre c'est Powerless, et ça c'est nul. Ça c'est un peu nul. Du coup l'idée c'est une jeune... Alors, c'est un monde qui se sépare entre les ordinaires et les élites. Les élites en fait obtiennent leur pouvoir après avoir chopé une maladie quand ils étaient gamins. Et du coup le truc c'est que l'idée c'est que les élites veulent supprimer les ordinaires pour éviter de diluer le sang et pour éviter que les élites deviennent moins bons ou ordinaires, parce que les élites ont des super pouvoirs. Et en fait, donc cette jeune femme dont j'ai complètement mangé le nom, et c'est récurrent a priori, est en fait une ordinaire qui grandit dans la ville et qui se fait passer pour une élite avec un pouvoir de psychisme, parce qu'elle est psychic, comme on dit, en anglais, je l'ai lu en anglais. Et parce qu'en fait, elle a appris à observer de très près les gens, et du coup, c'est ce qui lui permet de faire croire qu'elle est psychique, alors que pas du tout. Sauf qu'un jour, elle s'attaque à un prince, et en rétribution, ce prince l'a fait inscrire à un grand jeu médiatisé,
qui permet de faire s'affronter les meilleurs des élites pour justement faire l'étalage de tout leur pouvoir. Sauf que le souci, c'est qu'elle en a aucun. Et du coup, voilà, donc ils se retrouvent dans cette arène-là, et en fait... ouais, c'est un Hunger Games au rabais, quoi. C'est pas si mal, mais c'est pas si... Enfin, c'est pas vraiment bien non plus. Je me souviens notamment d'une scène qui m'avait complètement laissée perplexe. Pendant l'épreuve, ils se retrouvent à un moment donné dans une forêt et ils dansent une valse ou un slow, enfin un truc comme ça. Et j'étais en mode, l'épreuve elle est censée être limite mortelle et vous arrivez quand même à danser. Enfin bref. C'est le genre de truc qui me plaît pas des masses. Donc voilà, celui-là mal noté. Ensuite, on a One Dark Window de Rachel Gillig. Celui-là, je l'ai trouvé moyen. On suit une jeune femme qui a une voix dans sa tête, qui est en fait un esprit ancien et assez vindicatif, qu'elle surnomme le cauchemar. Et en fait, cette voix arrête pas de lui parler. Et elle se rend compte que son royaume est en train de sombrer en fait à cause de forces maléfiques, et elle veut le sauver, et elle va aller s'allier avec un prince déchu, un truc comme ça. Et du coup, c'était un peu poussif comme début, c'était pas ouf, c'était pas exceptionnel. J'ai bien aimé, il y avait des bonnes idées, mais il y avait plein de trucs qui allaient pas non plus. Les deux personnages principaux sont un peu fadous sur les bords. Et en fait, le deuxième tome s'appelle Two Twisted Crowns, c'est une duologie, et pour le coup, le deuxième, je lui ai mis 5 étoiles. Je vais mettre là. J'ai trouvé que c'était une leçon d'écriture. Le deuxième tome est quasiment parfait. Les personnages secondaires ont beaucoup plus leur place et sont vraiment très intéressants. Ça évite de faire traîner un peu en longueur les deux persos principaux et de leur rajouter des épreuves dont on n'a pas besoin. Donc ça, c'est plutôt chouette, et tout est résolu. C'est bien pensé, c'est bien fait. C'est pas ultra méga original, mais c'est bien fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, et en fait, il m'a fait voir d'un autre œil l'autrice. Et d'ailleurs, on verra dans la suite de la vidéo, elle a écrit un autre titre, et donc on en reparlera. Mais du coup, voilà. One Dark Window et Two Twisted Crowns, j'ai un peu hésité à les mettre en Young Adult parce qu'il me semble que c'est plutôt du New Adult. Les personnages ont 20 et 25 ans, donc on est plus trop dans l'adolescence, mais ça se lit comme un Young Adult, et je me souviens plus s'il y a de scènes de sexe ou pas, mais en tout cas, c'est léger parce que je pense que l'intrigue se concentrait sur autre chose que sur ça. Et du coup, c'est pour ça que je les mets à la fin, parce que je suis pas sûre que ce soit du young adulte, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'adulte, vraiment non plus, dans la manière dont ça a été écrit. Donc je l'ai mis là, c'est un choix que je fais, vous pouvez m'attaquer si ça vous plaît pas, j'entendrai tout à fait. Et du coup, ça va être exactement la même chose pour le dernier qui s'appelle Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Ça, c'est du new adulte, j'en suis quasiment sûre, mais en même temps, ça se lisait comme du young adulte. Et du coup, c'est l'histoire d'une sorcière qui quitte sa communauté pour vivre en ville, où elle va cacher sa vraie nature. Et en fait, elle finit par rencontrer un chasseur de sorcières qui est mandaté par l'église pour trouver les sorcières et les tuer. Et leur vie s'emberlificoter, n'est-ce pas? Et du coup, c'est l'histoire, et je l'avais trouvé moyen. Je pense que j'ai potentiellement plus de choses à dire dessus, mais là, j'ai rien qui me vient. J'avais trouvé ça pas ouf. Si vous aimez les sorcières, ça peut valoir le coup, mais c'était pas non plus le haut du panier, quoi. Et du coup, voilà, donc ça, c'est ce qui conclut les young adultes. Je reviens, je vais aller télécharger toutes mes petites couvertures pour les versions adultes, et puis on va continuer notre aventure. À tout de suite. Bon, après décision entre moi-même et moi-même, je vais séparer cette vidéo en deux. Donc vous avez toute la partie romantasy young adulte jusqu'ici, et je vais faire une deuxième vidéo avec la romantasy adulte. Vous n'allez pas devoir attendre trop longtemps pour que je la poste. Je vais faire les deux quasiment en même temps,
mais l'idée c'est de pas vous imposer un format de quasiment 2 heures. Moi je sais que c'est le genre de choses, je peux pas regarder une vidéo de 2 heures sur YouTube, je sais qu'il y en a qui en sont capables, mais c'est pas mon cas. Du coup, je préfère séparer, et comme ça vous permet aussi de voir ce que vous préférez entre le young adulte et l'adulte. Et du coup, voilà. Donc je vous laisse pour cette fois-ci. Je vais filmer l'intro de la prochaine vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut!